Bonjour et bienvenue sur le podcast À votre pleine santé, le podcast naturo qui vous accompagne vers une alimentation saine et gourmande et qui vous donne les clés pour une santé optimale en toute simplicité. Je m'appelle Marina et je suis naturopathe. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles naturelles. Grâce à mes apprentissages et mes expériences personnelles, j'ai enfin eu les réponses à mes questions. Aujourd'hui, je souhaite donc partager mes connaissances pour aider les personnes qui se sentent perdues face à leur santé ou leur alimentation. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je vous retrouve aujourd'hui après un petit moment d'absence, un peu plus long que prévu, mais j'expliquerai le pourquoi du comment je pense dans le prochain épisode. C'était pas du tout prévu, mais je pense que ça pourra être une très bonne occasion pour parler d'un certain sujet. Et je pense que les personnes qui me suivent sur Instagram savent déjà un petit peu de quoi je vais parler. Bref, je suis très contente d'être de retour parmi vous et je reviens donc avec une interview. Aujourd'hui, on va parler de santé féminine. Et comme c'est un sujet complexe et en même temps qui peut être un petit peu tabou ou alors sensible, eh bien, j'ai estimé qu'il n'y avait pas mieux qu'une gynécologue avec une approche globale et holistique pour venir vous en parler. Donc, on va un petit peu voir toutes les thématiques les plus importantes, donc le cycle féminin, les troubles durant ce cycle ou avant ce cycle avec le fameux syndrome prémenstruel, mais aussi on verra deux pathologies très communes qui font beaucoup parler d'elles ces derniers temps, à savoir l'endométriose et le syndrome des ovaires polykystiques. On abordera bien évidemment le sujet des contraceptions, mais aussi des protections menstruelles. Bref, on va aborder pas mal de sujets. Mais juste avant d'entamer l'épisode, je voulais vous partager l'avis du jour, simple et efficace, qui a été laissé par As des As et qui me dit top, excellent ces podcasts. Voilà, c'était très rapide et moi ça me fait très plaisir, ça me permet vraiment d'avoir un soutien et ça me permet d'avoir un meilleur référencement sur les plateformes comme Apple Podcast. Voilà, même Balou est d'accord avec moi. Mais voilà, ça permet vraiment de faire connaître le podcast à d'autres personnes. Donc si ce podcast vous plaît et que vous avez envie de me soutenir, eh bien je vous invite à me laisser une note et un commentaire sur la plateforme de votre choix. Et si possible sur Apple Podcast, parce qu'en effet c'est là où la majorité des gens écoutent mon podcast. Merci infiniment pour les personnes qui le feront. Allez, c'est parti, je vous laisse avec l'épisode du jour et je vous souhaite une très très belle écoute. Bonjour Rabab, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, ça me fait très plaisir. Je t'en Est-ce prie. que pour commencer, tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci à toi de m'avoir proposé, de m'avoir invité pour ce podcast. Moi, pour me présenter simplement, donc je suis une gynécologue, chirurgienne gynécologue, installée en Île-de-France. J'exerce depuis déjà quelques années. Et en fait, depuis 1 an, j'ai ouvert une page Instagram pour parler de la santé des femmes, pour faire plus de la prévention et de la pédagogie, donner des informations aux femmes pour prendre soin de leur santé. Et puis voilà, petit à petit, ce compte s'est développé. Et j'avais pas mal de questions qui revenaient sur les règles, les cycles, les hormones. Et petit à petit, j'ai eu l'idée de créer un programme qui s'appelle Le pouvoir des hormones, qui est sorti en mars dernier, pour encore une fois une idée de faire de la prévention et de la pédagogie, pour vraiment donner aux femmes des clés et des informations sur comment prendre soin de leur corps et de leur santé. D'accord, super. Donc c'est bien, du coup tu nous as déjà fait une petite bande-annonce de tout ce qu'on va voir ensemble. Super, merci. Moi je voulais savoir qu'est-ce qui t'a déjà amené justement au métier de gynécologue et de chirurgienne gynécologue? Alors quand j'ai choisi, j'ai toujours voulu faire médecine, mais quand j'ai choisi médecine à la base, c'était plus pour faire de la médecine générale. J'avais pas une spécialité particulière en tête. Et puis en tant qu'étudiante, je suis passée dans un stage de chirurgie gynécologique où on faisait beaucoup de cancers. Et je sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour cette spécialité, surtout pour la chirurgie en fait, mais sur la chirurgie gynécologique en particulier. Et après, je suis passée dans d'autres stages, notamment en obstétrique.
puisque la gynécologie, elle est faite de plusieurs sous-spécialités. Et l'obstétrique m'a plu aussi. Et du coup, je me suis dit que c'était une spécialité que je voulais faire. Et c'est comme ça que j'ai choisi. D'accord, ouais, donc c'est un beau parcours. En fait, c'est le métier qui t'a choisi finalement, c'est Un petit ça? peu, oui. Moi, j'avais pas du tout en tête. Et quand on me disait gynécologue, je disais non, non, moi, ça m'intéresse pas du tout. Avant de passer dans un service. Et en fait, en passant dans le service, après, je suis tombée sur des médecins aussi très bienveillants qui m'ont fait découvrir cette spécialité. Et du coup, ça m'a donné aussi envie de faire ça. Bah super, parce qu'en plus avec tout le contenu et tout ce que tu fais aujourd'hui, justement, c'est top que tu aies choisi Je te ça fait remercie. du bien. Et justement, c'est cette approche holistique que tu partages. C'est quelque chose qui est, on va dire, assez rare en médecine conventionnelle et d'autant plus en gynécologie. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui a été ton déclic pour aller justement dans cette démarche holistique? Alors, ça fait pas si longtemps que ça, au final, que je suis dans une démarche holistique, parce que durant nos études, on est un peu formaté à faire comme on a toujours fait. Et puis, c'est vrai que la gynécologie et la médecine en général, de moins en moins, mais c'est vrai que c'était beaucoup des hommes médecins, donc c'était un côté très masculin. Et c'est pas une critique, encore une fois, hein, mais c'est juste ma vision de femme, comment je perçois certaines choses. Heu, Avec le temps, en exerçant, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines choses qui étaient pas forcément, adaptées, et surtout que des fois, j'avais pas forcément solution à tous les problèmes. Et c'est ça qui m'a, vraiment fait remettre en question ma pratique. C'est dans le sens où je me suis dit: «J'ai des patientes qui viennent pour certains problèmes de règles, des douleurs, et au final, j'ai pas d'explication et j'ai pas de solution hormis leur proposer un traitement hormonal», par exemple. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, il y en a d'autres. Et du coup, je me suis dit: «Mais en fait, il y a un problème quelque part. Je comprends pas comment après 12 ans d'études de médecine, je peux me retrouver, sans explication face à un problème». Et du coup, après, je me suis mise à chercher, d'autres choses et à essayer de pouvoir proposer d'autres choses, parce qu'il y a certaines femmes qui ne veulent pas de traitement hormonal, d'autres qui voilà, enfin ça dépend, enfin c'est vraiment une adaptation à «mes patientes» entre guillemets. Et c'est surtout quand je me suis installée en libéral que j'ai eu ça. Parce que quand j'étais à l'hôpital, je faisais beaucoup de chirurgie, et en chirurgie, on se pose beaucoup moins la question. Il y a un fibrome, il y a un cancer, on opère, on traite. Et en médecine, on va dire, en cabinet, on voit beaucoup plus de problèmes médicaux, et c'est là qu'on se rend compte que parfois, on n'a pas beaucoup de choses à proposer. D'accord. Mais c'est bien hein, que tu aies eu cette démarche parce que c'est vrai que bah, beaucoup justement, oh il y a ça, bah vous prenez ça et il n'y a pas d'autres solutions. Et Ouais, c'est vrai que c'est pour ça que je dis vraiment qu'en gynécologie c'est d'autant plus important parce qu'en effet c'est quelque chose quand même de très féminin. Comme tu l'as dit, pendant très longtemps c'était réservé aux hommes, ce qui peut amener à un manque de suivi pour certaines femmes qui n'osent pas, qui n'ont pas forcément envie d'être suivies par des hommes. ouais. Et quand elles trouvent des femmes, des fois, ça peut être compliqué justement parce qu'elles sont pas forcément dans cette vision d'aller plus loin, comme tu le dis. Et c'est vraiment super important. Voilà, la santé féminine, c'est quelque chose de précieux. Il faut vraiment faire attention. Donc c'est vraiment top. Ouais. Et justement, quand tu nous parles de tout ça, je sais que surtout, enfin, chez les femmes globalement, mais chez tout le monde, on reconnaît de plus en plus l'impact du psychique sur le physique, et c'est vrai que c'est quelque chose qui Complètement. a été très longtemps nié par beaucoup de médecins, même encore aujourd'hui Mm. d'ailleurs. Et du coup, toi, dans ta position, est-ce que tu peux nous en dire plus, ou par ton vécu, ton expérience, de cet impact, justement, s'il est réel ou pas? Alors oui, je pense qu'il est réel, et surtout, je pense que certaines études l'ont prouvé, notamment dans des maladies graves, des maladies chroniques, comme par exemple les cancers, où on s'est rendu compte que le côté psychologique, la façon d'aborder la maladie avait quand même un rôle important dans la guérison de cette maladie. Mais aussi, en fait, pour moi, maintenant, comment je vois les choses, c'est que c'est un tout, en fait. On a un corps qui est physique, on a le côté psychologique et le côté émotionnel. Et pour moi, on peut pas dissocier l'un de l'autre. C'est-à-dire que les maladies, elles apparaissent parce qu'il y a un problème organique, certes, il y a quelque chose qui fait que la maladie apparaît, mais je suis quasiment persuadée qu'il y a quelque chose de sous-jacent derrière, peut-être un côté émotionnel ou psychologique, ou autre, qu'on n'a pas encore scientifiquement mis les mots dessus. Mais tu vois, il y a plein d'études qui... J'avais lu une fois un documentaire qui parlait des douleurs dorsales, des douleurs dans le dos, chez des personnes chez qui on ne retrouvait rien, ni en imagerie, ni en radiologie. Et en fait, en faisant plein d'études, ils se sont rendus compte que ces personnes-là avaient subi un trauma émotionnel qui impactait les fascias. Les fascias, c'est des tissus qui Oui. recouvrent les muscles et
qui mettent en connexion les muscles avec les ligaments. Et que du coup, chez ces personnes-là, les fascias étaient atteints suite à un trauma émotionnel. Donc en fait, on peut trouver des études qui prouvent ça, ce côté psychologique. Et dans la prise en charge médicale, c'est aussi important que la patiente ou le patient se sente en confiance, qu'il ait confiance en son médecin, en la prise en charge qu'on lui propose, parce que sans ça, on a beau lui proposer le meilleur traitement, le traitement de référence, ça risque de pas marcher. Donc quand on dit effectivement que l'effet placebo entre guillemets, mais que oui, il existe. Ouais, voilà, c'est vraiment hyper important. Ouais. Et toi, est-ce qu'il y a des choses ou justement des expériences dans vraiment le côté féminin, cette fois dans la santé féminine, sur vraiment le côté émotionnel, parce que c'est vrai que les femmes, on est plus à même à refouler nos émotions, à être moins démonstratives, parce que la société nous a fait comme ça, en fait, faut être lisse, etc. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de nouvelles pathologies gynécologiques apparaître, de plus en plus ce côté émotionnel qui devient compliqué à gérer. Donc, est-ce que tu peux justement nous partager ton expérience sur ce sujet ? Alors, en gynécologie, là où je vois le plus vraiment le côté émotionnel impacter la santé des femmes, c'est au niveau de leur cycle. Au niveau de leur cycle menstruel et de leurs règles. Clairement, j'ai beaucoup de femmes qui viennent parce qu'elles ont des cycles irréguliers ou des absences de règles chez des femmes jeunes sans forcément d'explication. Et quand on pose des questions, quand tu pousses l'interrogatoire et que tu demandes mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'elles te disent ah mais oui, à ce moment-là il y a eu ça. Il y a eu le divorce, ou il y a eu le déménagement, ou il y a eu, je sais pas, quelqu'un d'autre qui était malade dans sa famille, donc forcément. Et ça, c'est vraiment le. Il y a d'autres, par exemple, par exemple chez des femmes qui ont eu des cancers, par exemple. Là, j'ai pas de choses scientifiques, c'est vraiment un vécu. Mais certaines, elles vont te dire, oui, il s'est passé ça juste avant, un choc vraiment important. Et c'est aussi pour moi quelque chose qui peut expliquer, parce que tu vois, par exemple, dans les cancers, on dit qu'il y a des facteurs de risque, qu'il y a des facteurs protecteurs, et certaines femmes, elles vont me dire, mais moi, j'ai 40 ans, j'ai aucun facteur de risque. Je mange bien, j'ai personne dans ma famille qui est malade, j'ai ça, mais quand tu parles avec elles, tu te rends compte qu'elles sont hyper stressées ou qu'elles ont des choses dans leur vécu qui les ont traumatisées. Et pour moi, ça peut être aussi une piste d'exploration. Je dis pas qu'il y a une relation de cause à effet direct, mais ça peut être une piste d'exploration dans la prise en charge médicale, parce que effectivement, quand elle te dit, mais moi, j'ai aucun facteur de risque, j'ai rien, pourquoi j'ai ça? Voilà, ça peut être une piste à chercher pourquoi les maladies apparaissent. Et c'est d'autant plus intéressant parce que ça permet de, comme on le disait tout à l'heure, d'agir globalement, parce qu'en effet, on n'est pas juste une physiologie, on est un tout. Et moi, c'est pareil en consultation, à chaque fois, je pose tout le temps les questions de à partir de quand. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, ça fait 3 ans, il y a 3 ans ou 4 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Et la personne, elle fait tilt en fait, elle dit mais c'est vrai, il y a eu ça. C'est ça. Et c'est dommage justement de renier cette partie-là, alors qu'au final, pour moi, c'est important d'agir sur tout, et donc aussi sur la partie psy et émotionnelle, pour éviter les récidives, pour éviter tout ça, si on peut faire en sorte d'avoir une prise en charge globale. Donc c'est bien, franchement, moi je suis tellement contente d'avoir des personnes comme toi qui, dans le milieu conventionnel, on va dire, font vraiment ce travail de global, en fait. Moi, je pense vraiment qu'il faut... Excuse-moi, je t'ai coupé. Mais je pense vraiment que le côté global, c'est important, et sans mettre de côté ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que la prise en charge médicale, chirurgicale est importante pour tout. Les traitements hormonaux, ça sert à traiter certaines maladies. La chimiothérapie pour certains cancers. En fait, je mets pas de côté l'un ou l'autre, mais je dis vraiment qu'il faut prendre en charge dans sa globalité. Vraiment tout dans sa globalité, et prendre tout en charge. Et ça me paraît... En fait, au début, j'avais pas cette vision-là. Et puis, tu sais, notre expérience aussi fait qu'on change aussi, c'est-à-dire mon vécu à moi de femme, des soucis de santé que j'ai pu avoir, ont fait que, oui, je pense différemment, parce que je l'ai vécu moi aussi comme ça. C'est ça. Ouais, donc, et ça me paraît... et je pense que la médecine va être obligée d'évoluer en ce sens global, et plus de s'opposer entre médecine alternative, médecine allopathique ou chirurgie. En fait, moi, j'aime pas trop quand on dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ouais. Pour moi, chacun a son rôle. Par exemple, les médecines alternatives, les médecines douces naturelles, c'est plus dans le côté prévention. Et maintenant, une fois qu'il y a la maladie, il faut traiter. Donc, parfois, ça suffit des traitements naturels. Parfois, il faut des médicaments. Et donc, c'est vraiment prendre tout dans sa globalité et choisir la meilleure chose pour le patient ou la patiente. C'est ça.
C'est ça, c'est complètement ça et c'est ce que je me tue à dire à chaque fois. Parce que des fois, je reçois des messages à je ne sais pas quelle heure pour des urgences. J'ai dit, mais en fait, je ne suis pas la personne à contacter en cas d'urgence Ouais. médicale. Il faut aller aux urgences, il faut aller voir son Voilà, médecin. c'est ça. Il y a des fois où Quand c'est c'est important. ah mais c'est ça, et je le dis, un naturopathe, il n'est pas médecin, il n'est pas chirurgien. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Moi, des fois, si j'ai des... Enfin, ça m'arrivait à l'époque, si j'avais des crises, par exemple, de grosses crises virulentes au niveau des, tu sais, des spasmes biliaires, des fois qui sont Ouais, voilà, très douloureux, je prends le spasson, je m'en fiche. En c'est fait, au ça. bout d'un moment, tu cherches pas, tu chipotes pas. Et effectivement, alors moi, j'aime pas le mot médecine alternative, parce que pour moi, c'est les médecines vraiment traditionnelles, celles Ouais, de je vois ce l'époque, que qui ont tu veux amené dire. après les médecines plus modernes, on va dire ça comme ça. Et parce que du coup, alternative, ça fait tout de suite le parallèle entre les deux et ça Ouais, met en c'est vrai. opposition. Et donc pour moi, c'est vraiment la médecine traditionnelle. Et en effet, un naturopathe, il est éducateur de santé à la base, donc dans l'hygiène de vie. Après, dans des choses chroniques, effectivement, il y a des choses où la médecine allopathique, des trucs tout bêtes, mais il y a des choses qui sont vraiment pas compliquées, des reflux gastriques, etc. Moi, j'ai ça tous les jours en consultation. Bah, les antiacides ne suffisent pas parce que du coup ça fait juste de l'antiacide, on n'agit pas sur le symptôme. C'est ça. Et après j'ai réussi à avoir des résultats sans récidive et c'est le but. Mais dès qu'on est sur des choses dangereuses, des choses qui demandent un suivi médical important, sérieux, etc., où il y a une urgence médicale, mais il n'y a pas photo. Enfin, au bout Ouais, d'un moment, il faut savoir être cohérent et avoir du bon sens. C'est ce que ouais. je dis à chaque fois, c'est important. Pas tomber dans un dogme un peu voilà, particulier. Ouais. Idéalement, ce qui serait bien, alors je sais que ça peut se faire dans d'autres pays comme l'Allemagne. En France, c'est pas encore ça, mais idéalement, ce qui serait bien, c'est de travailler ensemble en réseau Ouais, c'est pour que ça. chacun puisse adresser à l'autre lorsqu'il y a un souci qui n'est plus Exactement. de son ressort. Ah, mais C'est ce qu'il il y en a, faudrait. ils commencent à le faire Ouais, en France, mais très peu. C'est c'est vrai ça. qu'il y en a très très peu. Petit à petit, je pense que ça va finir Ouais, c'est par ça. venir. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le sujet, dans le sujet du jour. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement, simplement, les différentes phases du cycle féminin et après, voilà, s'il y a des symptômes, des choses, juste pour qu'on sache un petit peu ce qui est normal, ce qui est justement des choses où il faudrait consulter, etc. Ok. Alors, schématiquement, le cycle féminin, on le répartit en trois phases. Donc, il y a la phase, enfin, on va dire quatre phases. Parce que je vais prendre la phase des règles comme la première phase. On commence toujours à partir du cycle à parler des règles, parce que le point de référence, c'est le premier jour du cycle qui est le premier jour des règles. Les règles, c'est quoi? C'est quand on perd, enfin, c'est le sang qu'on perd lorsque la muqueuse qui est dans la cavité de l'utérus se desquame lorsqu'il n'y a pas de grossesse. Donc, le cycle commence avec les règles. Les règles, quand les règles apparaissent, c'est que les hormones sont au plus bas. Et puis petit à petit, il y a une hormone qui s'appelle l'œstrogène qui va augmenter tout doucement. Et cette hormone-là, elle va servir à préparer la muqueuse justement de l'utérus à une grossesse. Tout le fonctionnement du cycle hormonal, le but, c'est de préparer le corps à une grossesse. Quand il n'y a pas de grossesse, il y a des règles. Et puis ça recommence tous les mois pareil. Donc l'œstrogène, elle va augmenter petit à petit. Autour du, on va dire, 13e ou 14e jour, elle va atteindre son pic et va provoquer l'ovulation. Donc l'ovulation, c'est l'ovaire qui va expulser un ovule qui va aller dans la cavité. Et lorsqu'il va y avoir un rapport sexuel, s'il y a un spermatozoïde qui monte, il va y avoir une fécondation. D'où l'intérêt de préparer la muqueuse pour qu'elle soit bien vascularisée avec tous les nutriments qu'il faut pour pouvoir accueillir euh, l'œuf à ce moment-là. Donc ça, c'est autour du 14e jour, on est à la moitié du cycle. La deuxième partie du cycle, les oestrogènes vont baisser un petit peu et l'ovule va sécréter la progestérone, qui est l'autre hormone, qui, elle, va augmenter tout doucement jusqu'à la fin du cycle. Et puis, s'il n'y a pas de grossesse, toutes les hormones vont chuter et les règles vont apparaître. Et en fait, chaque hormone a son rôle et va provoquer un fonctionnement différent chez la femme, et physique et psychologique. C'est-à-dire que les oestrogènes sont des hormones qui vont donner de l'énergie, du dynamisme, ce qui fait qu'une fois que les règles sont passées, et entre les règles et l'ovulation, on a souvent l'impression d'avoir plus d'énergie, on se sent mieux, on a peut-être même plus l'impression d'être de bonne humeur, voire même peut-être sur le plan physique, plus attirante, plus sexy même parfois. Et c'est fait exprès, hein, c'est fait pour que il y a des rapports sexuels et qu'il y a une grossesse. Hein, c'est vraiment tout le but est là. Après, il y a l'ovulation. Et après, il y a la progestérone qui apparaît et qui est une hormone qui est plus relaxante. Donc, elle va permettre de relâcher les muscles. Même au niveau psychologique, ça va vraiment faire ralentir. Il y a certaines femmes qui vont se sentir peut-être un peu plus tristes, un peu plus en introspection, on va avoir moins envie d'aller vers l'extérieur, d'avoir des interactions sociales. Euh,
globalement, ça fait ralentir la progestérone. Donc ça, c'est un cycle normal. Lorsqu'on est dans un cycle normal, avant les règles, il est normal qu'on soit un peu plus fatigué, qu'on ait moins d'énergie, qu'on se sente un petit peu plus triste, mais sans plus. Ce qui est pas normal, c'est vraiment d'avoir cette grosse fatigue importante, cette déprime parfois chez certaines femmes, des pleurs, cette irritabilité. Ça, c'est des symptômes qui font partie de ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel, lorsqu'il y a un déséquilibre entre l'œstrogène et la progestérone. Par exemple, si l'œstrogène elle est plus élevée que ce qu'elle devrait être, ou la progestérone plus élevée, bah forcément, ça va entraîner des symptômes qui ne devraient pas être présents. D'accord. Ok. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ça me fait penser que il y a une... Enfin, tu me diras ce que t'en penses, mais selon moi, il y a une erreur qui est dans certains cas où on pense justement que les SPM sont dus à un excès d'œstrogène, ou il y a un manque de progestérone, et du coup, à une surproduction d'œstrogène. Et moi, en fait, de ce que j'ai pu constater, de ce que j'ai sur tout ce que j'ai pu lire, c'est que dans beaucoup de cas, il n'y a pas un excès de il n'y a pas une surproduction d'œstrogène, mais une mauvaise élimination des œstrogènes, notamment par le foie. Oui, tout à fait. Et du coup, il y a des personnes qui vont chercher à diminuer en fait l'œstrogène alors qu'elle est produite normalement. Et ça, c'est une erreur que j'ai beaucoup constatée, même en naturo, avec les plantes qui sont connues là-dessus. Et est-ce que tu peux, toi, nous en parler un petit peu plus de ce phénomène ? Alors, effectivement, en fait, lorsqu'il y a excès d'œstrogène, ça peut être deux causes, c'est-à-dire soit le corps il va produire vraiment beaucoup trop d'œstrogène, ou soit parce que les œstrogènes ne sont pas éliminés, et donc du coup, le taux va quand même, entre guillemets, être élevé puisqu'il n'est pas éliminé. Voilà. Et parfois, en fait, l'équilibre œstrogène-progestérone, il est très... et des fois, c'est pas le taux d'œstrogène qui est élevé, le taux d'œstrogène il va juste être normal, et c'est le taux de progestérone qui va être, par exemple, trop élevé, mais on va avoir des symptômes... non, excuse-moi, je m'embrouille un peu. Le taux d'œstrogène est normal, mais comme le taux de progestérone est trop bas, on va avoir l'impression qu'il y a une hyperœstrogénémie. Et on appelle ça une hyperœstrogénémie relative, c'est-à-dire que le taux il est normal, mais c'est juste que comme il n'y a pas assez de progestérone pour faire le travail de la progestérone, c'est l'œstrogène qui prend la place, et du coup on va avoir l'impression d'avoir des symptômes qui sont liés à un excès d'œstrogène. C'est pour ça qu'au final, moi, dans le syndrome prémenstruel, par exemple, je fais pas de bilan hormonal. Ça me sert pas à grand chose, en fait. Parce que souvent, il est normal, déjà, de base. Parce que le bilan hormonal, on va le faire, par exemple, à J21. Sur un seul jour, c'est pas forcément le reflet de tout le cycle. Et puis, je me base surtout sur les symptômes. S'il y a des symptômes qui font penser à un excès d'œstrogène, à ce moment-là, on va plus axer sur ça. Et le syndrome prémenstruel, la plupart du temps, les traitements naturels, comme des suppléments en vitamines B6, magnésium, une activité physique, une alimentation beaucoup plus équilibrée, suffisent à réguler, parce que le syndrome prémenstruel, c'est vraiment c'est un déséquilibre qui est souvent lié à une mauvaise alimentation, un manque d'activité physique et des carences en vitamines. C'est les principales causes, on va dire. Après, forcément, il y a le stress, il y a des causes aussi émotionnelles qui vont surajouter, mais on va dire que c'est les principales choses sur lesquelles on peut agir et qui vont donner des résultats assez rapides. D'accord. Et justement, est-ce que ça peut être dangereux de chercher, par exemple, de donner des plantes progestérone-like, en fait, quand au final, le taux d'œstrogène, il est bon, enfin, la production d'œstrogène est bonne, mais que finalement, en fait, c'était sur le foie qu'il fallait agir et pour pouvoir libérer et réactiver cette élimination naturelle. Oui. Du coup, est-ce que c'est... Moi, c'est ce que je me pose à chaque fois comme question. J'évite d'utiliser des plantes progestérone-like parce que je me dis, si le taux d'œstrogène, la production est normale et que la progestérone est normale, pourquoi vouloir augmenter si au final c'est en excès ? Tu vois, donc toi, je sais pas comment tu fonctionnes par rapport à ça. En fait, moi, je fonctionne par palier, c'est-à-dire que comme au début, souvent, c'est difficile de savoir si c'est vraiment le taux de l'œstrogène qui est trop élevé ou si c'est une mauvaise élimination du foie. En fait, en général, on va faire par palier, c'est-à-dire on va d'abord travailler sur j'envoie vers un naturopathe parce que j'avoue que moi, je sais pas trop, c'est pas trop de mon ressort, mais je dis qu'il faut d'abord travailler sur ça. Ouais. Et après, si vraiment, malgré tout ça, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je prescris un bilan hépatique pour être sûr qu'au niveau du foie, voilà, il n'y a pas de souci. Et en fait, je fais par palier, c'est-à-dire que si ça suffit pas, à ce moment-là, on peut rajouter des choses. En général, au début, je dis pas aux patients de prendre des plantes ou des choses, mais vraiment, je reviens sur la base, c'est-à-dire, je leur dis alimentation saine et équilibrée, activité physique, gestion du stress, relaxation, parce que le stress, c'est le truc numéro 1 qui fait qu'on a un syndrome prémenstruel. Oui, bien sûr.
qui peut être parfois assez important. Et après, voir si ça suffit pas, oui, à ce moment-là, prendre des choses en plus. D'accord. Et du coup, pour la réponse, est-ce qu'il peut y avoir des symptômes, des risques quand on prend quelque chose qui est progestérone-like alors que le corps n'en a pas besoin? J'avoue que je n'ai pas cette expérience-là, donc je ne sais pas trop. Ouais. C'est quoi ce que tu appelles progestérone-like? C'est-à-dire qu'il agisse comme de la progestérone? C'est ça en fait. Ou alors qu'il va faire monter encore le taux de progestérone. Parce que je sais que tu as les plantes anti-œstrogènes. Donc ça c'est pareil, moi c'est quelque chose qui me pose problème parce que souvent c'est anti-œstrogène dans le sens où ça va bloquer, diminuer la production d'œstrogène, mais si elle était bonne, pourquoi la diminuer? C'est pour ça moi j'utilise pas toutes ces plantes, par précaution. Alors en fait, il y a des plantes qui sont ce qu'on appelle œstrogène-like, Oui, ça oui. comme les phytoœstrogènes. En fait, eux, c'est pas dangereux en soi, Oui, dans le sens où ça va prendre la place des œstrogènes, ça va se fixer sur leur récepteur, sans avoir effectivement l'action des œstrogènes. oui c'est ça, oui. Donc ça va juste ça va juste enlever les effets néfastes d'un excès d'œstrogène. Après, si c'est en petite quantité, si ce que tu prescris en petite quantité et que tu vois au fur et à mesure, je pense pas qu'il y ait des risques. Après, c'est à évaluer au cas par cas parce que j'ai pas cette expérience-là. Mais je précise juste pour ajouter que c'est pour ceux qui nous écoutent que quand elles prennent quelque chose de naturel, vraiment que ce soit conseillé par un naturopathe comme toi ou par un spécialiste et pas qu'elles le prennent toutes seules parce que souvent, moi j'ai en consultation, oui mais c'est naturel, non mais c'est naturel, mais c'est pas parce que c'est naturel que ça n'a pas d'effet secondaire ou pas de risque. Hein. C'est ça. Exact. Ah ouais, mais ça, je le dis tout le temps. J'en ai plein qui s'auto. Et ça, je le dis très régulièrement dans les podcasts, que je prône absolument pas l'automédication, qu'elle soit. Bon, allopathique, c'est plus compliqué vu qu'en général, il y a besoin d'une ordonnance et encore pas toujours. Et en naturel. La naturel ne veut pas dire sans effet, bien au contraire. Donc non, en général, moi, c'est vrai que je travaille beaucoup avec la Gémeaux de framboisier. Oui. Et comme elle régule l'axe hypophyse-ovarien, Ouais, c'est vrai tout que à j'ai fait. de très bons résultats sans avoir à prendre des plantes. Je préfère que le corps se régule de lui-même Voilà, que c'est ça. moi de C'est venir exactement jouer ça. sur les hormones en fait. C'est exactement ça. C'est tellement subtil quoi, faut faire attention. Super, merci déjà Je t'en pour prie. toutes ces précisions. Et voilà, on va continuer un petit peu dans tout ce qui va être douleur, symptômes, et là vraiment pendant les règles. Et justement, beaucoup enfin en tout cas moi je sais que j'ai une mauvaise expérience parce qu'à peu près tous les gynécos que j'ai consultés avant toi, eh bien me disaient tous que c'est normal, il y a des gens qui ont des règles douloureuses, d'avoir des rapports douloureux, etc. Après c'est sur d'autres sujets, donc la libido, l'absence de libido, donc les SPM qu'on vient de voir, et tous les désagréments qu'on peut avoir pendant ces règles. On nous dit que c'est normal. Est-ce que c'est normal? Oui ou non? Non. Voilà. La réponse est clairement non. Et c'est vrai que les choses changent. Hein. Parce que là, par exemple, pour les règles douloureuses par rapport à l'endométriose, des choses se développent. Oui. Il y a des médecins qui sont formés, des médecins généralistes, des sages-femmes, même des spécialistes qui se forment vraiment pour le diagnostic de cette maladie-là, pour que les femmes ne souffrent plus pendant des années et qu'on pose un diagnostic au bout de plusieurs années. Mais clairement, moi, je pars du principe, je dis toujours, s'il y a un symptôme, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Le corps n'est pas fait pour avoir un symptôme. Alors bien sûr, pendant les règles, c'est normal d'avoir des petites douleurs parce que l'utérus se contracte pour faire évacuer les règles. Donc on va le sentir, ou on va sentir que c'est sensible, mais effectivement, c'est pas normal d'être sur son canapé toute la journée, de pas pouvoir sortir, d'avoir des règles tellement abondantes qu'on en change de protection toutes les 2 ou 3 heures. Enfin, même ce que tu disais, l'absence de libido, c'est pas un symptôme qui est normal. Hein. Enfin, il y a des phases dans le cycle où on a moins de libido, mais une absence de libido au long cours, c'est pas normal non plus. En tout cas, pendant les règles douloureuses, les règles abondantes, non, c'est pas normal. Et il faut consulter parce qu'en plus, l'endométriose peut parfois mettre du temps à se diagnostiquer parce que l'imagerie ne voit pas forcément tout le temps. Mais en tout cas, c'est le premier diagnostic auquel il faut penser. Oui. Et c'est important de le diagnostiquer tôt pour éviter des années de souffrance et pour une prise en charge. Parce que maintenant, la prise en charge de l'endométriose, c'est vraiment global, c'est plus que médical. On sait que l'alimentation, le stress, il y a plein de facteurs qui vont augmenter les douleurs. Donc, c'est important de les prendre en charge, le plus tôt possible pour pouvoir agir sur ces douleurs-là, même sur la fertilité plus tard, sur d'autres choses. Donc, Complètement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, dès qu'une personne me dit qu'elle est
que ces règles, très douloureux au point de, voilà, d'être vraiment mal, je dis tout le temps, essayez de voir un gynéco. D'ailleurs, en général, si c'est en région parisienne, je te recommande, pour dire justement, voilà, il faut regarder ou même parler de l'endométriose, parce que des fois, il y en a certaines qui me disent, oui, mais j'ai déjà fait justement une écho, il n'y avait rien. Ouais. Et justement, d'ailleurs, parce qu'on est sur le sujet, parce que l'endométriose, aujourd'hui, je pense que c'est une des pathologies dont on entend le plus parler d'un point de vue gynéco, avec le SOPK, donc syndrome des ovaires polykystiques. Est-ce que tu peux donc nous présenter brièvement ces deux pathologies, les symptômes, en fait, comment on peut les reconnaître, les causes fréquentes. Donc là, on revient justement à notre démarche holistique, donc physiologique, émotionnelle, psychique, etc. Et comment on peut dépister ces maladies, diagnostiquer ces maladies, et est-ce qu'il y a des solutions concrètes qui existent? Alors, je vais commencer par l'endométriose, puisqu'on est là-dessus. Yes, ça marche. Ouais. Donc l'endométriose, qu'est-ce qui provoque cette maladie? En fait, quand tout à l'heure on parlait de la muqueuse de l'utérus qui s'appelle l'endomètre, chez certaines femmes, sans qu'on sache vraiment pourquoi cette muqueuse-là, elle va se retrouver dans d'autres endroits qu'elle ne devrait pas être, comme par exemple certains ligaments, la vessie, les intestins, les ovaires. Et ce tissu-là, il va quand même être réceptif aux hormones. C'est-à-dire pendant le cycle, les hormones vont agir sur ce tissu-là, sauf qu'à la fin du cycle, pendant les règles, il ne va pas s'évacuer. Donc il va rester dans le ventre et ça va provoquer une inflammation. Et c'est ça qui va être responsable des douleurs. Juste, je fais une petite parenthèse sur l'endomètre parce qu'il y a je vois circuler sur les réseaux des articles ou des choses qui disent que l'endométriose, ce n'est pas de l'endomètre. Alors, ça reste de l'endomètre puisque quand on analyse le tissu, quand on fait des opérations, on retrouve les mêmes caractéristiques que l'endomètre. Mais bien sûr, ce tissu-là, il va être remanié. Il va pas être exactement comme la muqueuse dans l'utérus puisque il est dans un endroit où il ne doit pas être. Oui. Et il est quand même réceptif aux hormones, donc forcément, il va être modifié. Ça va pas être exactement le même, mais la base, c'est l'endomètre. Après, pourquoi ce tissu-là, il se retrouve là? On n'a pas d'explication claire et concrète. Moi, quand j'étais étudiante, on nous expliquait la théorie du reflux, c'est-à-dire que quand on a nos règles, donc les règles s'évacuent par en bas, et puis ça remonte par les trompes, et du coup, ce tissu-là va se greffer, sauf que ça explique pas toutes les localisations, ça explique pas, on sait pas pourquoi des femmes ont et d'autres n'ont pas. Il y a la théorie des perturbateurs endocriniens, une théorie génétique. Il y a plein d'études qui sont en cours pour essayer de comprendre cette maladie. Il y a des théories qui disent que cette maladie-là, elle est déjà là au niveau embryonnaire, c'est-à-dire que même dès que l'embryon est dans le ventre de sa mère, il y a déjà ce tissu-là qui se retrouve ailleurs, et que c'est pour ça que, par exemple, certaines l'ont, d'autres pas, mais on n'a pas encore l'explication de pourquoi certaines vont le développer à tel âge, à tel moment, et d'autres plus jeunes. Parce que là encore, par exemple, il y a des femmes, elles vont le développer des règles douloureuses après l'accouchement. D'autres beaucoup plus tard, vers 40 ans. D'autres très jeunes, à 15 ans. Et ça, il n'y a pas vraiment d'explication là-dessus. Après, sur le côté, je suis pas une spécialiste de la biologie émotionnelle et de tout ce qui est psychologique, mais clairement, je pense qu'il y a clairement des explications là-dessus, mais j'ai pas l'expertise là-dessus pour en parler. Il y a un très bon livre, je ne sais pas si tu le connais, de Jacques Martel. Non, je connais le dictionnaire des malaises et des maladies, je crois. En fait, justement, c'est la signification, la symbolique émotionnelle de toutes les pathologies. Et justement, il y a la partie sur l'endométriose et c'est très intéressant. On parle beaucoup de maternité. Ça peut être aussi bien le fait de notre propre mère à nous ou alors une envie. En fait, il y a pas mal de choses qui touchent du côté maternel. Et ça peut être aussi, alors ça il le dit pas dedans, mais c'est parce que je me suis vachement renseignée, transgénérationnel en fait. Ça peut être une mémoire cellulaire, mais qui vient en fait de nos ancêtres. Et souvent, c'est pour ça que moi, quand il y a ce genre de choses diagnostiquées, je demande toujours à la femme de regarder, de poser des questions à sa mère, si elle en sait plus sur le côté familial, même au niveau de sa grand-mère, etc. Et très souvent, d'ailleurs à chaque fois elle me le confirme toutes, il s'est passé quelque chose. Avec un premier enfant, une perte d'enfant ou quelque chose comme ça. Et à chaque fois, il y a eu quelque chose comme ça. Donc ça pourrait être aussi une piste parmi tout ça, quoi, en fait. Et du coup, dans les symptômes, parce qu'il y en a qui pensent que l'endométriose, c'est pas leur cas, parce qu'elles imaginent que c'est tout le temps quelque chose où on n'a plus de fertilité, etc. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler les symptômes ? Oui. Alors, le principal symptôme, c'est la douleur. Ça fait mal pendant les règles. Et souvent, pendant les règles, on peut avoir des douleurs aussi à la miction ou à la selle, en fonction de quel organe est touché.
Il peut y avoir des douleurs pendant les rapports, si certains ligaments sont touchés. Parfois, c'est certaines femmes qui ont de l'endométriose depuis très longtemps, elles peuvent avoir des douleurs chroniques, c'est-à-dire même en dehors des règles, avoir souvent des douleurs dans le bas du ventre régulièrement, de façon fréquente. Il faut savoir qu'il y a aussi les intestins qui jouent beaucoup parce que l'inflammation, elle est dans le ventre. Et les intestins, ils sont pas loin. Donc forcément, ça peut toucher aussi les intestins, d'avoir des intestins qui sont inflammatoires. Il suffit que aussi le transit soit pas bon, ça va accentuer les douleurs. En fait, c'est vraiment, ça peut être plusieurs choses qui sont liées. Donc ça, c'est la douleur. La fertilité, c'est pas chez tout le monde. On dit qu'à peu près 30 à 40% des femmes qui ont l'endométriose qui vont avoir des problèmes de fertilité. C'est pas systématique, ça dépend vraiment de la localisation, pardon, de l'endométriose, voilà, de plusieurs choses, mais clairement, c'est pas systématique. Donc, sans vouloir faussement rassurer, mais il faut pas faire peur non plus, c'est-à-dire que, par exemple, le bilan de fertilité, moi, je le fais systématiquement chez les femmes qui ont un projet de grossesse et qui ont de l'endométriose. Comme ça, s'il y a quelque chose au niveau du bilan, bon, on perd pas de temps, on sait qu'il y a l'endométriose, donc on va pas les faire attendre. Par contre, celles qui ont une endométriose minime et qui ont un bilan normal, bah, je leur dis, bah, vous pouvez essayer naturellement et si ça marche pas, à ce moment-là, on verra ce qu'on fait. Oui. Sachant que pour la petite anecdote, j'en connais 2. Et dont une qui a un stade le plus élevé d'endométriose. Et au bout de 10 ans, elle est tombée enceinte naturellement. Naturellement, oui. Moi aussi, j'en connais une. À qui Ouais, on avait voilà. dit qu'il faudrait Donc, un endovocyte et en fait, elle est tombée enceinte naturellement. voilà. Et franchement, ça fait du bien quand même à entendre, je trouve. Voilà. Ne jamais perdre espoir dans tous les cas parce que c'est important, surtout dans ce genre de choses, quoi. Ouais. Et du coup, en termes de solutions. Alors, les solutions. Qu'est-ce qui existe ? Ah non, j'ai oublié le dépistage parce qu'il y en a qui savent pas trop comment diagnostiquer. Alors, c'est vrai que l'échographie, c'est pas un examen qu'on fait. Ça peut être fait si c'est un radiologue qui maîtrise vraiment l'endométriose et qui a l'habitude de voir des lésions, il peut diagnostiquer l'endométriose. Mais nous, souvent, ce qu'on prescrit pour aller au plus simple, au plus vite, c'est une IRM pelvienne, qui est l'examen le plus fiable, qui permet de vraiment voir des lésions d'endométriose. Il faut quand même que ce soit fait par des radiologues qui ont l'habitude de voir pour ne pas passer à côté de certaines lésions. Et donc, je pense que c'est aussi l'une des raisons de l'errance médicale de certaines femmes. C'est que peut-être que pendant un certain temps, les radiologues n'avaient pas l'habitude de voir des lésions d'endométriose et qu'on disait IRM normal, alors qu'en fait, il y avait peut-être quelque chose. Et parfois, l'IRM, elle peut être normale alors qu'il y a de l'endométriose si c'est une endométriose superficielle. C'est-à-dire tellement fine que même un très bon radiologue, même à l'œil nu, ne peut pas le voir. Oui. Donc, j'ai déjà eu des patientes dans ce cas-là. Des fois, ce qu'on peut être amené à faire, c'est une célioscopie pour explorer la cavité du ventre, pour voir s'il y a des lésions. Je ne le fais pas systématiquement, ça dépend des femmes. Il y a des femmes qui sont vraiment très demandeuses pour vraiment être sûres du diagnostic. Donc, dans ces cas-là, oui, on peut être amené à le faire. Mais honnêtement, rien que le symptôme en lui-même, règles douloureuses, et si sous traitement hormonal, ça se calme, ça fait quand même beaucoup penser à l'endométriose. D'accord, ok. Et c'est bien que tu le dises, et du coup, moi, je l'ai découvert comme ça, que justement, que cette endométriose superficielle existe et qu'on ne peut pas la voir. Et du coup, c'est pour ça que j'en parle à chaque fois, parce que quand on me dit oui, j'ai fait une écho, et d'ailleurs, en parlant d'écho, parce que une ancienne que j'avais eue gynéco, elle avait fait un aller-retour de 2 secondes, tac, tac, des deux côtés, ah bah non, c'est bon, vous avez rien. Ouais, non, okay. c'est pas possible. C'était expéditif. C'est pas possible de diagnostiquer l'endométriose comme ça, c'est vraiment. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça que j'insiste, il faut vraiment voir quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, et que comme tu l'as dit, c'est pas parce qu'on ne voit pas qu'il y a rien. D'ailleurs, c'est comme dans plein de choses dans la vie. C'est ça. Et voilà, donc c'est important aussi de le savoir parce qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent du coup, comme tu dis, dans une errance et elles ne savent pas. Du coup, elles pensent en fait, elles sont un cas à part et que du coup, elles savent pas pourquoi elles ont mal. Alors que c'est possible. Et pour tous ceux qui nous écoutent, si elles cherchent un spécialiste, il suffit d'aller voir des associations de patientes. Donc, il y en a 2 qui sont en France, c'est Endo France, ENDO France, et Endomind, ENDOMIND. Vous pouvez les contacter, vous allez sur leur site, vous les contactez, et vous leur demandez des spécialistes là où vous habitez, et elles vont vous adresser. C'est-à-dire qu'elles connaissent les spécialistes parce qu'on travaille ensemble. Et donc, n'allez pas... voilà, pour l'endométriose, comme c'est vraiment une maladie, même si c'est de plus en plus connu, c'est quand même bien d'aller vers un spécialiste qui connaît la maladie et qui saura quel examen prescrire, quel traitement prescrire en première intention. Et donc tu me posais la question du traitement. Donc maintenant, la prise en charge, elle est vraiment globale, c'est-à-dire que le traitement médical, c'est un traitement hormonal.
puisqu'on n'a pas trouvé encore de solution pour éradiquer les lésions d'endométriose, on agit sur ce qu'on peut agir, c'est-à-dire sur les règles. Donc c'est vraiment le traitement hormonal, c'est un traitement, on va dire, symptomatique. Symptomatique, en bloquant les règles, on agit sur les douleurs et on part aussi du principe qu'en bloquant les règles, il y a moins de tissu qui va se greffer et donc on bloquerait la progression de la maladie. Il y a ça, mais clairement, si on n'agit pas sur les autres axes, le jour où on va arrêter le traitement hormonal pour un projet de grossesse, les règles risquent de revenir douloureuses comme avant. Donc les autres axes, c'est quoi? Pour moi, c'est l'alimentation, parce que l'inflammation, si on a une alimentation inflammatoire, elle va s'accentuer. Ça va être tout ce qui est gestion du stress par rapport à la relaxation, parce que moi, je les vois chez mes patientes, hein, quand elles me disent en période d'examen ou quand elles sont stressées, les douleurs, les douleurs sont plus importantes. Et après, ça peut être tout ce qui est ostéopathie, kinésithérapie, pour libérer les adhérences, pour débloquer le bassin, parce que souvent, l'endométriose, comme ça va provoquer de l'inflammation, ça va provoquer de la rétraction aussi au niveau des tissus. Et donc, souvent, les organes collent entre eux. Les intestins peuvent coller aux ovaires, qui collent à l'utérus, et du coup, ça fait ce qu'on appelle un pelvis figé, c'est-à-dire que tout est vraiment collé. Et ça va accentuer les douleurs, parce que les organes, au lieu d'être libres, ils sont rétractés. Et dès qu'on va bouger, ça va provoquer des douleurs. Et c'est ce qui peut aussi provoquer des douleurs pendant les rapports. D'accord. Donc sur ça, c'est la kinésithérapie et l'ostéopathie qui peuvent être... Qui peut être utile. Oui, tout à fait. Parce que du coup, alors ça je le dis surtout pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient peut-être concernées. Alors voilà, moi il y a quasiment rien qui a fonctionné. Et c'est pour ça que je me suis dirigée vers l'axe émotionnel. Et en toute honnêteté, j'ai eu des très très bons résultats avec la fasciathérapie, justement. Alors moi je précise justement que c'est superficiel, c'est pas voilà, donc quand évidemment c'est organique, c'est profond, je pense que ça suffira pas du tout. Mais en tout cas quand c'est superficiel, la fasciathérapie c'est simple. Quand j'ai commencé les séances, en plus c'était pas quelqu'un qui était spécialisé, maintenant j'en cherche une vraiment spécialisée là-dedans. Je suis passée de 4 à 6 calmants par jour à un seul. Donc c'était déjà un grand pas pour moi parce que ça faisait des années que c'était comme ça. Et donc là j'attends de voir pour le prochain cycle, j'ai testé la fameuse microkinésithérapie. Le fait d'agir justement sur la mémoire cellulaire et les traumas, etc. Et alors, on verra, prochain cycle. Mais c'était la deuxième fois de ma vie où j'ai pas eu besoin de prendre de traitement. Oh, magnifique. Ça tirait un peu dans le dos, mais comparé aux douleurs, insupportables du bas du ventre, franchement, je prends le bas du dos sans problème, quoi. Donc, du coup, à voir. Mais si ça peut donner des pistes, peut-être, pour certaines personnes. Donc, la micro-kiné, qui est effectivement basée à la base sur la kinésithérapie, ce sont des kinésithérapeutes qui la pratiquent. Et il y a de plus en plus d'études là-dessus, en fait. Donc, voilà. Sur la partie, du moins, émotionnelle, après, évidemment, s'il y a vraiment des traumas, évidemment, consulter un psychologue, quelqu'un de professionnel dans cette thématique, c'est hyper important, quoi. D'où l'importance que ce soit vraiment global, c'est-à-dire qu'on peut donner un traitement médical, mais qui pour moi, c'est clairement pas suffisant. Ouais. Surtout qu'il y a des personnes, moi pour le coup, tout ce qui était hormonal, j'ai jamais supporté. Voilà, en plus. Ouais, donc c'est important que ça soit adapté à chaque Et surtout que des fois, c'est pas efficace. Moi, j'en vois plein qui ont des traitements hormonaux, qui le prennent tous les jours, mais chez qui les douleurs, on n'arrive pas à les calmer. Et c'est, tu vois, dans cette situation-là que je me dis, mais il y a autre chose à faire. Enfin, c'est pas possible de rester juste comme ça. C'est ça, exactement. Et du coup, on va venir à la deuxième pathologie qui est de plus en plus fréquente, le fameux SOPK. Donc, est-ce que tu peux nous le présenter justement? Alors, le SOPK, c'est un peu plus compliqué. On va dire que pour simplifier, on l'appelle le syndrome des ovaires polykystiques, mais c'est pas des kystes qu'il y a sur les ovaires, c'est des follicules. Pour pas que celles qui nous écoutent, les kystes, c'est les gros kystes qui font 3-4 cm, mais les follicules, ça fait à peu près entre 1 et 2 cm. Pourquoi ça s'appelle syndrome des ovaires polykystiques, je ne sais pas. Et en gros, c'est lié à un dérèglement hormonal qui fait que les ovaires vont trop fonctionner. Donc, c'est pour ça qu'ils sont polykystiques. Et il va y avoir beaucoup plus de follicules que ce qui devrait y en avoir. Et en fait, ils fonctionnent trop, mais pas bien. Et donc, parfois, il peut y avoir des ovulations de mauvaise qualité, ou voire pas d'ovulation. Et ce qui fait que le principal symptôme des syndromes des ovaires polykystiques, c'est des cycles irréguliers ou une absence de règles. La cause des SOPK, il y a plusieurs causes. Ça peut être des causes liées à la thyroïde, des causes liées, il y a ce qu'on appelle un SOPK post-pilule qui apparaît après l'apparition de la prise d'une pilule. Ça peut être un SOPK lié à une insulinorésistance, ou ça peut être un SOPK lié à une inflammation inflammatoire. Donc, en fonction de la cause, on va traiter différemment le SOPK. En général, on le diagnostique sur quoi? Sur
des symptômes cliniques, c'est-à-dire des cycles irréguliers, une absence de règles, ce qu'on appelle des signes d'hyperandrogynie, c'est-à-dire d'excès d'hormones masculines, comme un excès de pilosité, notamment au niveau du visage, de la poitrine, ou de l'acné, des chutes de cheveux, des problèmes de poids, surtout des prises de poids faciles, et des difficultés à en perdre. Et sur le plan clinique, c'est tout. Et après, c'est l'échographie et le bilan hormonal. Donc l'échographie, souvent, ce qu'elle met en évidence, c'est des ovaires polyfolliculaires, c'est-à-dire au lieu d'en avoir 10 de chaque côté, il y en a plus de 15 de chaque côté. En fait, il y a beaucoup de follicules, mais ça fonctionne pas assez bien. C'est-à-dire que chaque mois, il n'y a pas un ovule, comme je décrivais le cycle tout à l'heure, qui va se différencier. Et des fois, il n'y a pas d'ovulation, donc il n'y a pas de règles. D'accord. Ok. Et pour le traiter, et en fait, tout dépend de ce sur quoi on veut agir sur le SPK. Mais l'une des premières axes, c'est l'inflammation, parce que ça va accentuer le dérèglement hormonal. L'inflammation, et puis après, ça dépend de quelle hormone est touchée, s'il y a des problèmes de thyroïde liés ou pas. C'est vraiment le SPK, c'est vraiment une prise en charge très complexe. Il faut vraiment que quelqu'un s'y connaisse, parce que c'est vrai que juste prescrire une pilule pour donner des cycles artificiels, c'est pas la solution non plus. Ça va donner des cycles, des faux cycles, des fausses règles, mais encore une fois, on va pas traiter le problème du SPK. Oui, bah c'est ça. Sachant que, comme tu le disais, l'alimentation, je me doute, les perturbateurs endocriniens aussi, qui jouent beaucoup. Et aujourd'hui, il y en a tellement qui ne... Alors, soit déjà qui négligent l'impact, d'ailleurs, je pense notamment aux pesticides aujourd'hui, on voit ça un petit peu comme c'est les bobos qui abusent un petit peu avec le bio. Mais il y a des alertes importantes d'un point de vue international sur les pesticides qui sont des très très gros perturbateurs endocriniens. Où il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le lien justement avec certaines pathologies communes aujourd'hui, justement. Et ça, c'est important parce que du coup, il y en a qui pensent que voilà, c'est juste peut-être je peux arrêter du sucre ou des trucs comme ça, alors que c'est plus complexe. Et en même temps, c'est plutôt de revenir à la vraie alimentation qu'on avait avant cette industrialisation, c'est ce que je dis souvent. Et donc de pas négliger l'impact de l'alimentation qui est hyper important justement sur tous les troubles hormonaux, quels qu'ils soient, quoi. C'est ça. Enfin, moi, quand je disais, comme je suis pas naturopathe, ce que je dis à mes patientes, c'est que les premières choses à changer, c'est l'alimentation et l'activité physique, parce que l'activité physique en soi est un régulateur d'hormones à lui tout seul, en fait. Donc même s'il y a une cause qui nécessite un traitement médical, déjà commencer par mettre en place ça, ça va aider, ce sera une bonne chose. Et je rebondis juste parce que tu parles des perturbateurs endocriniens et qu'on parle des règles et des femmes. Pour parler de tout ce qui est protection hygiénique jetable, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens dedans. Et c'est vraiment quelque chose, j'incite les femmes vraiment à changer leur leur consommation de ça, et à utiliser même si c'est un peu plus cher, mais au final, vous allez finir par le rentabiliser. C'est d'utiliser des protections lavables, des culottes menstruelles, des serviettes lavables, des cups, enfin des choses qui sont naturelles, du tissu où il n'y a pas de perturbateurs endocriniens dedans, parce que les serviettes hygiéniques, c'est bourré de perturbateurs endocriniens. Mais complètement. En plus, je valide les culottes menstruelles et je revis depuis ça. Parce que la cup, le problème, c'est que... Alors, je sais pas si c'est lié à l'endométriose ou pas, mais ça faisait au moins 5 ans que je la portais. Et aux dernières années, ça devenait des fois douloureux. Vraiment. Alors que c'est vraiment une toute petite taille. Et vraiment, avec les culottes, aujourd'hui, ils en font en plus de très jolies, vraiment très confortables, en bio, coton bio et tout ça. Et donc, vraiment, voilà, maintenant, il y a un large choix. Donc, franchement, même il y en a qui sont vraiment pas visibles, quoi. Donc regardez là-dessus. Et oui, ça coûte cher quand on compare à un paquet de tampons classiques, là. Mais c'est sur le long terme, comme tu l'as dit, ça rentabilise. Et en plus de ça, on parle de sa santé, il y a pas, on peut pas chercher. Voilà, il y a eu tellement de scandales avec les tampons et tout ça. C'est pas pour rien que maintenant ils commencent à se racheter un petit peu dans leurs nouvelles pubs et tout. Mais c'est... Qui commencent à faire des choses bio, mais au final, ça reste... c'est ça, faut dire ce qui est. Et justement, pour cette histoire de... là, on reste un petit peu dans le cycle, mais cette fois-ci, de contraception. Parce que la contraception, il y a beaucoup de divergences, il y a beaucoup de polémiques. Et aujourd'hui, donc, il y a des femmes qui sont à l'aise avec la contraception, les contraceptions classiques. Et il y en a qui ne le sont pas du tout et qui se voient, entre guillemets, pas imposées, mais elles n'ont pas le choix. Elles aimeraient faire autrement, mais on leur dit que, ah non, surtout pas, ça ne fonctionne pas, c'est des remèdes de grand-mère ou je ne sais quoi. Et du coup, encore une fois, je pars du principe où on doit être, quelles que soient nos convictions, en fait, n'importe, on est censé avoir un praticien en face de nous qui respecte ça.
qui nous écoute. Alors après, je parle pas dans le côté médical où c'est dangereux, etc. Mais vraiment, quand c'est un choix, la personne, elle est au courant des risques, elle est au courant de tout. Mais au moins, on l'informe, en fait. Et du coup, ce que je voulais savoir, c'est que est-ce qu'il y a vraiment d'autres contraceptions que donc les méthodes conventionnelles, hormonales, stérilées, etc. Parce que moi, justement, je sais que je recommande en général donc le fameux Lady Comp. Donc, il y en a peu qui le connaissent. C'est vraiment le vrai, la marque allemande, pas les copies qui ont été faites en France par C'est quoi je ça? sais plus c'était Excuse-moi, quelle j'ai pas marque. compris, c'est quoi? En fait, c'est un petit monitoring. Ouais, Donc, c'est vraiment un truc tout petit que en fait, tous les matins. Alors, faut être assez régulier parce que c'est vraiment faut que tu sois ponctuel tous les matins. Et en fait, c'est une toute petite sonde que tu mets sous la langue. d'accord. Et pendant je crois, quelques secondes, 1 minute maximum. Et en fait, ça t'analyse vraiment tout en fait, où est-ce que tu en es au niveau de ton cycle. Ça se D'accord. rapproche de la symptôme, mais pas totalement. Mhm. Alors, l'indice Pearl, je l'ai plus, mais je crois qu'il est équivalent à, je sais plus si c'est le stérilé ou quoi. J'avais fait un post il y a pas mal de temps sur Instagram là-dessus. Bref, c'est un très très bon indice Pearl. C'est vraiment. D'ailleurs, D'accord. j'ai beaucoup de personnes en consultation qui l'ont eu et qui m'ont dit que c'était vraiment hyper efficace. Donc voilà, il y a cette technique-là qui est un peu onéreuse parce que ça coûte quand même de l'argent. Je crois que le plus petit, il doit être à 200 ou 300 euros. Mais après, c'est un truc que tu gardes sur. Quasiment toute ta vie, tu vois. C'est quelque chose, tu le rentabilises. Et après, il y a la fameuse symptothermie qui fait parler d'elle de plus en plus aujourd'hui. Ouais. Voilà, donc qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Est-ce que c'est une bonne chose de donner le choix? Ou est-ce effectivement il faut parler que des méthodes conventionnelles? Non, non, enfin, oui, le choix est important parce que de toute façon, une contraception imposée, pour moi, n'est pas une contraception efficace ou, enfin, de principe. Mais après, en fait, l'inconvénient qu'on peut avoir en consultation, c'est le manque de temps. Donc, c'est vrai que déjà parler de tous les moyens de contraception, avec les Oui, effets secondaires, les inconvénients, les avantages de chaque, ça prend quand même beaucoup de temps. oui, bah oui, Donc j'imagine. après, moi, effectivement, lorsqu'une patiente me dit, moi, je suis pas trop hormone, je vais plus l'orienter vers un stérilet en cuivre si elle a pas de problème de douleur ou d'abondance de règles, parce que le stérilet en cuivre n'est pas forcément adapté. Ouais. Et si vraiment j'ai des femmes, moi, qui n'ont pas de contraception, qui ne veulent pas tomber enceinte, et quand je leur demande comment elles font, bah, elles me disent, je surveille mon cycle, j'ai l'habitude. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Et pour celles qui me posent plus de questions, donc je leur explique la symptothermie brièvement parce qu'on n'a pas le temps en consultation malheureusement, et je leur propose qu'elles peuvent se renseigner, mais qu'effectivement la symptothermie peut être une alternative, encore une fois en précisant qu'il faut qu'elles connaissent très bien leur cycle Ouais. et que ça va leur demander un peu de temps et d'investissement de temps et de leur part et de la part de leur conjoint qui soit voilà. Euh, oui, dans ces cas-là, moi j'ai aucun problème à laisser le choix aux patientes, hein. Ouais. C'est-à-dire que si elle me dit moi, quand j'ai des patientes, je leur demande, elles me disent pas de contraception, pas de projet de grossesse, je leur dis mais c'est volontaire. Elles me disent oui. Je pars du principe qu'elle sait ce qu'elle fait et que Ouais, voilà, mais c'est bien. C'est bien parce que des fois, il y a certains propos qui sont assez virulentes, même ouais, surtout quand ça vient de femmes, donc c'est d'autant ouais. plus choquant. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais c'est vrai que dès qu'on parle de contraception, moi, je suis dans mon propre cas, mais je me rappelle une phrase, franchement, ça m'a traumatisée. Donc, j'avais très très mal. Et elle me disait, bah, mettez-vous sous pilule, je vais vous mettre sous pilule. Je dis, mais non, en fait, la pilule, je supporte pas et je ne veux plus d'hormones. Du coup, elle m'a dit, bah, dans ce cas-là, restez avec vos douleurs, tant pis pour vous. Ok, bah, merci. Ouais, c'est un peu brutal. C'est quand même assez particulier. Donc quand on a un choix quand on a un choix et que ce soit pas respecté, c'est pour ça que je te demandais. On est d'accord que voilà, il y a d'autres solutions qui Ouais, existent, mais c'est comme tout, hein, comme quand on prend les hormones, savoir effectivement les effets secondaires et si c'est on en ça. prend et qu'on a choisi, il y a aucun souci. Après, la Faut réalité fait que que voilà. certaines femmes ne tolèrent pas les hormones, c'est la réalité. Et Oui, celles qui ne veulent pas le prendre, et ça c'est encore un choix. Moi, quand j'ai des patientes qui ont de l'endométriose et qui ne veulent pas prendre le traitement hormonal, bah, je leur propose le reste. oui, Et puis en leur disant que si jamais elles veulent un jour le reprendre, bah, il y a pas de souci, à ce moment-là, on le prescrira. Enfin, après c'est voilà, moi j'ai grandi dans cette vision un peu paternaliste de la médecine, avec laquelle je suis pas du tout paternaliste et un petit peu aussi patriarcale, je veux dire, oui, avec lequel je suis pas du tout en accord, peut-être parce que je suis aussi une femme. Et j'estime qu'en fait, mon rôle de médecin n'est pas d'imposer, enfin, il oui. est juste de proposer les différentes options. Et que si la femme ne veut pas, bah après, moi je l'informe je l'informe si elle ne veut pas le prendre, ce qui risque de se passer, comme je l'informe de ce qui se passe si elle prend le traitement avec les effets secondaires en fait.
et après elle fait son choix. Voilà, bah, c'est ce qu'on demande à un thérapeute en fait. Normalement, c'est ça. Voilà. Donc Après, de toute façon, un traitement ne peut pas s'imposer. Enfin, c'est difficile d'imposer un traitement, hein. oui, bah oui, forcément. Après, voilà, comme il y en a qui savent pas en fait qu'il y a d'autres choses qui existent, Ouais, du coup, elles font avec ce qu'elles ont, hein. Moi, par exemple, le stérilet en cuivre, j'en ai énormément qui ne le supportent pas. ouais, Ou alors qui vont développer beaucoup de mycoses, etc. Et quand on ne sait ouais. pas, par exemple, le fameux candidat qui est là pour s'occuper des métaux lourds, ça, après, il y a beaucoup de preuves scientifiques, j'en ai parlé dans le podcast sur la candidose. Le cuivre étant un métaux lourd, Oui, eh bien, ça peut ramener en fait ce genre de problème. ouais. Et D'ailleurs, j'en ai en constatation, ouais. voilà, Ouais. c'est ça. Et moi, j'en ai énormément. Et donc, quand je leur dis, quand je vois qu'elles ont un stérilet en cuivre et que ça coïncide, je leur explique. Et donc, après, donc, soit elles veulent continuer, elles continuent. Sinon, voilà, elles me posent des questions. Et après, donc, je leur explique ce que je viens de te dire. Et après, voilà, elles se renseignent. Et le dernier point concernant la contraception, là, c'est le moment féministe. Mais il faut peut-être rappeler qu'il n'y a pas que les femmes qui Oui, peuvent tout à être fait. voilà. Il y a aussi les hommes. Et il y a pas très longtemps j'ai découvert, enfin on en avait parlé justement quand j'ai fait mon post sur les contraceptions naturelles, c'est un anneau Ouais, pour chauffant. ouais voilà pour les hommes, et apparemment ça fonctionne super bien, donc Ouais, ça existe, c'est juste qu'en France, c'est pas trop démocratisé. Et surtout, alors moi, là où je me dis que c'est le rôle de l'éducation et de la pédagogie est important, c'est que les femmes elles-mêmes vont me dire, non, mais il voudra pas le prendre. oui bah oui. Donc, c'est aussi là et c'est tout, enfin, tout ce qu'on disait il faut le savoir, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce compte Instagram. C'est vraiment, je me suis dit, bah, c'est important qu'elle le sache parce qu'en consultation, je n'ai pas le temps. Exactement. Je n'ai pas le temps malheureusement de d'informer de tout ça et en plus c'est répétitif. Je me suis dit: «Le compte Instagram, c'est vraiment pour moi, c'était l'objectif, c'était de donner vraiment des clés aux femmes pour qu'elles soient elles-mêmes, actrices de leur santé et autonomes». Voilà, donc c'est vraiment ce côté de rendre les femmes plus Ouais, autonomes et de savoir les complètement. choses qui t'a poussé à partager justement via les réseaux sociaux, c'est ça. Ouais, Et d'ailleurs, tout à donc fait. rappelle-nous, donc c'est Doc Santé Gynéco, c'est ça? Ouais, doc-du-bas santé-gynéco. Voilà, donc vous pouvez la retrouver sur Instagram. Voilà et en parlant de santé des femmes, moi j'aime bien préciser que c'est pas la santé des femmes, c'est global comme on dit depuis le début. C'est pas que les frottis, c'est pas que la mammographie, c'est pas que la pilule, c'est pas que gynécologique en fait, c'est vraiment, et je pense que ça va c'est un truc que vraiment bien précis. On a un fonctionnement hormonal qui est particulier aux femmes. Les hommes n'ont pas ça. Heu, on peut le trouver aussi dans les maladies cardiovasculaires. Il y a de plus en plus de femmes qui ont des problèmes, des maladies cardiovasculaires qui sont mal diagnostiquées et moins bien traitées que les hommes. Donc c'est vraiment le problème de la santé des femmes, c'est vraiment, pour moi un problème, de santé publique qu'il faut vraiment prendre en charge, de façon bien spécifique, en fait. Oui, bah tu as bien raison. Et d'ailleurs, dans cette démarche, tu as sorti ton programme Oui. pour équilibrer justement les hormones naturellement. Et est-ce que tu peux justement nous le présenter, nous dire un petit peu plus sur ce Oui. programme? Alors déjà, j'aime bien préciser pourquoi j'ai créé ce programme Le pouvoir des hormones. Moi, à la base, je fais de la chirurgie. Je suis pas du tout orientée, hormones, endocrinologie. Mais bon, au cabinet, bah, voilà, je vois beaucoup de patientes qui viennent pour des problèmes de règles, des problèmes d'hormones, des SOPK comme tu disais. Et c'est aussi sur mon compte Instagram, j'avais beaucoup de questions sur ça. C'est-à-dire que quand je faisais des forums à questions, j'avais plein de questions sur comment je sais si j'ai un problème hormonal et ça, est-ce que c'est un problème hormonal et les règles douloureuses et ceci et cela. Et à un moment, j'ai réfléchi, je me suis dit: «Mais pourquoi je ferais pas une sorte de plateforme ou un programme où tout serait réuni?» Et du coup, j'ai eu l'idée de faire ce programme où, donc il y a plusieurs modules. En gros, j'explique le fonctionnement hormonal, normal du corps humain, avec le cycle menstruel, mais aussi avec la thyroïde, l'insuline, les hormones du stress, que tout est lié entre eux, que c'est pas parce que si on a un problème de thyroïde, ça peut aussi impacter nos règles. Pour pas Parce que souvent on pense que tout est, séparé, thyroïde, règles, Ouais, ça c'est un insuline, problème alors ça. qu'en fait, bah, le corps humain, comme on le dit depuis le début, c'est un Ouais, seul corps, hein, donc c'est s'il y a un ça. problème quelque part, ça va forcément entraîner des problèmes ailleurs. Et après j'explique, les causes qui peuvent entraîner des règlements hormonaux, comment on peut savoir les symptômes et comment on peut y remédier naturellement, par l'alimentation, les plantes, l'activité physique, le sommeil. Et il y a un module aussi qui est spécifiquement dédié au cycle menstruel où j'explique phase par phase qu'est-ce que les femmes peuvent mettre en place comme action pour bien vivre leur cycle, ce qui est D'accord. normal, pas normal.
Ah, c'est top, hein, Et franchement, c'est ouais, une superbe initiative. Et enfin, j'aime bien en plus ce format, c'est de plus en plus fréquent. ouais. Et c'est vrai que c'est pratique et ça permet de toucher un maximum de femmes qui peut-être voilà, n'ont pas spécialement soit la possibilité de se déplacer. Enfin, il y a plein de raisons. Et donc, franchement, je trouve ça vraiment top ce que tu as fait. Merci. Et du coup, Et si je précise oui, juste qu'elles ont vas-y. accès à un groupe où elles peuvent poser leurs questions, c'est-à-dire que si des fois, moi, dans le programme, il y a des choses dont j'en ai pas parlé parce que j'y ai pas pensé, ben, dans le groupe, elles peuvent se poser des questions entre elles, se donner des astuces entre elles, ou me poser des questions à moi, eux y répondre. Et alors, je précise, parce que je suis médecin, que ça ne remplace pas une consultation médicale Bien sûr. et que ça ne remplace pas un parcours médical. Mais pour moi, bah, c'est la base, c'est-à-dire connaître comment fonctionnent ces hormones et comment y remédier naturellement, quitte à prendre des médicaments, parce qu'il y a besoin parfois de prendre des médicaments. Ça fait partie du processus de guérison. C'est ça. Et ça, c'est, oui, c'est, de toute façon, c'est important de le préciser, comme on l'a dit au tout début, hein. Mais voilà, comme tu le dis, voilà, ce sont les bases que beaucoup ne mettent pas forcément en place. Et là, au moins, c'est vrai qu'elles ont tout un programme pour les appliquer, donc c'est top. Et là, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous partager quelque chose, une action ou n'importe en fait que les femmes peuvent mettre en place dès maintenant pour prendre soin de leur santé féminine en fait? Pour prendre soin de leur santé féminine, déjà, bah, la première chose, moi, que je leur dirais, en fait, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs actions et étapes, pardon. Mais la première chose, ce serait de se renseigner sur comment fonctionne leur corps. Ne serait-ce que connaître leur anatomie, l'utérus, les ovaires, les trompes, le vagin, le périnée. Qu'est-ce que c'est le périnée? Heu, des choses, simples en fait qui enfin, en tout cas pour moi, ce sont des choses, basiques parce que je suis dans ce milieu-là, mais je me rends compte, à force de parler avec les femmes, que ça l'est pas du tout. Et pour moi, ça fait partie de la principale chose, c'est de savoir comment est leur corps, parce qu'après ça va avoir aussi un impact au niveau sexualité, bah, dès qu'elles ont un problème au niveau de leurs règles, qu'elles sachent pourquoi elles ont ça, en fait. Par exemple, la durée des règles, si c'est 35 jours, c'est pas grave. C'est pas parce qu'on dit que ça dure 30 jours que c'est 35 jours, c'est grave. Des choses qui vont leur permettre de les rassurer, lorsque ça doit les rassurer et qui doivent les inquiéter ou les alarmer et faire consulter lorsque c'est nécessaire. Parce qu'en fait, on voit de tout. On voit des femmes qui consultent pour des choses qui sont normales et d'autres qui attendent très longtemps alors qu'elles auraient dû consulter beaucoup plus tôt. Donc pour moi, ça, la connaissance de son corps, c'est la première chose. Après, si je devais donner d'autres actions vraiment dans le concret, ce serait de mettre en place une activité physique vraiment régulière parce que moi, je prends mon exemple, le fait de pas avoir d'activité physique, en fait, on vit dans une société où la sédentarité est devenue commune et on a sous-estimé l'importance de l'activité physique, en fait. Alors que l'activité physique pour le corps, ne serait-ce que pour notre santé de femme au niveau hormonal, mais pour le cœur, enfin pour notre bien-être mental, heu, pour toutes ces choses-là, c'est bon. Donc quand je dis activité physique, c'est pas aller dans la salle de sport et faire, toutes les machines. C'est juste sortir, marcher 30 minutes par jour dans la nature, au bord d'un lac et rien que ça peut déjà être un bon début. Ouais, mais ça d'ailleurs pour les personnes qui nous écoutent, les femmes qui nous écoutent, je vous rappelle qu'il y avait l'épisode avec Amandine Léger, donc qui est coach depuis plus de 15 ans, et qui expliquait justement l'importance du mouvement. C'est pas forcément Oui, l'activité physique et se c'est faire ça. transpirer pendant 3 heures chaque jour, mais le fait de mettre son corps en mouvement. Donc voilà, je vous renvoie à cet épisode si jamais c'est quelque chose que vous voulez approfondir. Du coup, est-ce que tu as un conseil ou plutôt un petit mot pour la fin, pas forcément lié à la gynéco, mais n'importe, quelque chose que tu aimerais partager aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui? Ouais. Alors, en fait, ce que j'aimerais dire aux femmes qui nous écoutent, bah, justement, c'est de s'écouter elles-mêmes, de plus, comme je disais tout à l'heure, on est dans une société un peu, où c'est la course H24. On se lève le matin, on fait ce qu'on a à faire toute la journée, on mange quasiment, de façon, automatique et on prend même plus plaisir aux petites actions de la journée et le soir, on se rendort et c'est pareil, j'ai l'impression qu'on est dans une société où limite on a oublié notre corps. Notre corps est devenu comme une voiture, une machine qui nous aide à faire nos actions, mais on n'est plus à son écoute et on n'est plus connecté à notre corps. Et ce que je leur conseille vraiment, c'est de se poser dans la journée un instant, soit le matin avant de commencer vraiment leur journée, ou soit le soir, et d'écouter tout ce qu'elles ont ressenti, soit au niveau physique, soit au niveau émotionnel, psychologique. Est-ce qu'elles sont tristes? Est-ce qu'elles sont de bonne humeur? Est-ce qu'elles ont mal quelque part? Qu'elles analysent leur cycle, par exemple. Bah là, ce mois-ci, combien de temps ça a duré? Les règles, comment c'était?
Et ça va leur permettre d'avoir des indicateurs de bonne santé, en fait. Parce que quand elles seront bien, elles verront ce qui va bien. Et dès qu'il y a quelque chose qui va pas, elles verront ce qui va pas. Et j'ai envie de dire, dès qu'il y a un symptôme, alors bien sûr, c'est pas la douleur qui dure 1 heure et qui part, hein, mais Oui. s'il y a un symptôme qui est fréquent, qui vous embête dans votre vie, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc ne pas mettre en sourdine le symptôme. C'est comme si vous marchez vous roulez avec une voiture, il y a un voyant qui s'allume et vous éteignez juste le truc et vous dites tout va bien. Non. S'il y a un symptôme qui est persistant, et il faut consulter ou il faut chercher pourquoi il y a ce symptôme. Ouais, bah je te rejoins complètement. Merci beaucoup de nous Je t'en avoir prie. partagé toutes ces connaissances et encore plus avec cette démarche globale et holistique. Donc, pour rappel, donc, on te retrouve sur Instagram, donc Ouais. doc-santé-gynéco. Ouais. Est-ce que tu as un site? Pas encore, il va Pas bientôt encore, bientôt sortir. arrivé. Bon voilà, donc restez à l'affût en tout cas sur son compte Instagram. Je te remercie beaucoup pour ta présence. Merci beaucoup à toi. Et voilà, donc merci infiniment et à bientôt peut-être. À très bientôt, je te remercie. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous un mardi sur 2 pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram sur le compte Ma Vie Saine et Moi, mais aussi Facebook, Pinterest et sur le blog de mon site web maviesaine-et-moi.com. À très vite et prenez soin de vous.